La Commission nationale de rédaction est appuyée d'œuvre pour la finalisation du document. La gestion des conflits à travers les mécanismes endogènes et la culture comme identité de notre pays seront au centre du projet. Comment améliorer la santé des enfants de 0 à 25 mois? Pour répondre à cette question, à Ségou, le projet de vaccination a été lancé à Braouli. C'est pour renforcer la couverture vaccinale et la demande communautaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Au Centre international de conférence de Bamako, la Commission nationale de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale est à pied d'œuvre pour la finalisation. Le projet met l'accent sur la gestion des conflits à travers les mécanismes endogènes et la culture comme identité de notre pays. Les détails, c'est avec Boubacar Babile Touré. La démarche se veut inclusive afin de parvenir à un document consensuel où chaque couche de la société se retrouve. Pour cette dernière ligne droite, les membres de la Commission nationale de rédaction de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation ont reçu les membres du gouvernement pour des séances d'écoute. Parmi les points inscrits dans ce document, la gestion des conflits à travers des mécanismes endogènes. Ce sont des mécanismes, n'est-ce pas, de gouvernance qui ont été mis en place par les autorités elles-mêmes, n'est-ce pas, par les communautés elles-mêmes, alors pour prendre en charge les questions de conflits dans leur localité. Alors, et puisqu'elles sont basées maintenant sur les valeurs ancestrales qui sont transmises de génération en génération, alors les populations ont aussi pensé effectivement à leur mise en œuvre. Et comment ça se passe? Et on a imaginé ce qu'on appelle effectivement les bonnes pratiques. Et dans ces bonnes pratiques, nous avons les rencontres lors des foires, et lors des marchés où les communautés se retrouvent entre elles, n'est-ce pas, pour parler de leurs différends. Il y a aussi les activités culturelles et artistiques et sportives, alors qui sont effectivement un forum effectivement de partage et d'échange, de communion. Il y a également la participation des communicateurs traditionnels à travers les autorités et légitimités traditionnelles, n'est-ce pas, pour régler effectivement ce conflit. Il y a également, n'est-ce pas, les capacités des populations, n'est-ce pas, en ce qui concerne leurs coutumes, leurs traditions, n'est-ce pas, pour participer aussi à ces règlements de conflits. Le Mali, pays de tradition, la culture s'avère un puissant levier de gestion des conflits. C'est pourquoi elle figure en bonne place dans la charte en cours d'élaboration. Lorsque nous avons commencé à enseigner le domaine spécifique même de la culture qui est l'histoire de l'art, n'est-ce pas, ça portait sur les généralités. Et maintenant, nous avons mis en place un module spécifique qu'on appelle iconographie et symbolisme de la sculpture traditionnelle africaine qui prend en compte effectivement les valeurs fondamentales de nos sociétés et toute la charte en parle également. Nul n'est censé ignorer la loi. Et moi, j'ai dit dans un pays comme le Mali, un pays de culture, une charte qui parle effectivement des valeurs ancestrales, ne sais pas, qui se sont transmises de génération en génération. Je pense qu'il est bien sain de dire qu'au Mali, nul n'est censé ignorer la culture. Ce document en phase de finalisation se présente comme un repère pour asseoir une paix durable et favoriser la cohésion entre les Maliens. Le journalisme multimédia et l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les médias, c'est le thème d'une session de formation organisée par Projar en partenariat avec Sputnik Afrique et le réseau de l'audiovisuel public francophone, un projet éducatif international dans le domaine des médias. Reportage Fanta Mama Nientao. Ils sont au nombre de 35 participantes à prendre part à cette formation de 2 jours. Une formation axée sur le renforcement des capacités des participantes, tant dans le domaine de la communication, de la presse écrite, en ligne, ainsi qu'en radio et télévision. Aussi, elle va amplifier la voix des femmes journalistes dans le travail des rédactions. Cette formation, je peux l'affirmer, va suffisamment renforcer les capacités de nos participants dans des domaines aussi variés et sensibles et fort utiles que vous soyez actifs dans les médias conventionnels ou dans les nouveaux médias. Durant ces 2 jours, les participantes auront un coaching professionnalisé tout au long du processus assuré par un groupe de professionnels chevronnés. Cette formation, elle est pertinente, je peux le dire, puisque ça s'intéresse déjà à un outil qu'est l'intelligence artificielle, surtout dans un monde où nous sommes en pleine mutation. L'intelligence artificielle demeure un outil puissant et à la fois un défi éthique. Le département en charge de la communication reste engagé pour promouvoir l'autonomisation des femmes dans le secteur de la communication et du numérique. Nous vivons une époque de profonde mutation du paysage médiatique. Le numérique transforme nos façons de produire,
de diffuser et de consommer l'information. Dans ce contexte, il est essentiel que nos jeunes journalistes, et tout particulièrement les femmes journalistes, soient outillés pour s'adapter, innover et faire entendre leur voix dans un monde saturé d'images, de récits et d'algorithmes. Notons que cette formation va développer la connaissance des jeunes femmes journalistes et à leur préparer à un emploi dans le domaine. Écho de nos régions à présent, renforcer les capacités des femmes et filles leaders des plateformes communautaires sur le genre, le leadership et les techniques de négociation. C'est le but d'une session de formation initiée par la Direction régionale du développement social de Gao. Compte rendu Sambari Haidara. Elles sont 88 femmes et jeunes filles leaders communautaires venues des communes d'Ansongo, de Wataguna, d'Intelit, de Gabero et de Bourem qui ont pris part à cette session initiée par la Direction régionale du développement social de Gao. Il s'agit pour les initiateurs de renforcer les compétences de ces femmes leaders afin qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle au niveau de leurs communautés respectives. Durant 4 jours, nous allons échanger et inciter ces femmes à s'engager plus dans les activités communautaires. Pour cela, il va sans dire les montrer les différentes techniques de communication, de négociation. On ne peut pas parler de développement durable sans les femmes. Donc c'est pourquoi on a initié cette rencontre qui va les permettre d'acquérir des connaissances en matière de genre et leadership. Les participantes entendent être bien outillées au cours de cette session de formation. Sur la formation, mes attentes sont définir d'abord le leadership, ensuite le genre et à la fin les techniques de négociation. L'UNICEF appuie le ministère de la Santé et du Développement social dans l'établissement d'un mécanisme efficace d'institutionnalisation du genre. Ce mécanisme s'appuie sur la volonté politique du Mali de mettre en œuvre le schéma d'institutionnalisation du genre adopté par le Conseil des ministres de l'UMOA en juin 2022. Cette activité exécutée par la Direction régionale du développement social de Gao est financée par l'UNICEF. À Douila, les femmes du cercle de Fana ont célébré samedi la journée internationale de la femme. Le cadre de distraction et de réflexion sur la situation de la femme est marqué par des manifestations folkloriques et le rappel des aguis engrangés. On en sait plus avec Moustapha Doumbia Alassane Sangaré. C'est un cadre de distraction, mais aussi de réflexion sur la situation de la femme dans le cercle de Fana, des communications et des messages pour mettre l'accent sur les acquis et sur les défis de la promotion de la femme. Cette célébration de la Journée internationale de la femme est une initiative des femmes de la localité. C'est l'année de la culture, donc le 8 mars, c'est un événement national qui est dédié à toutes les femmes. Nous, l'occasion nous a été permise ce mois-ci pour fêter la journée. À reconnaître aussi que le gouvernement du Mali a mis en place beaucoup de politiques, programmes et stratégies pour l'égalité entre les hommes et femmes, à savoir la politique nationale genre en 2010, le programme national pour l'abandon des violences basées sur le genre en 2019, cellule FAFE, Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme, de l'épanouissement de l'enfant. La journée internationale de la femme à Fana a comme parrain le maire de la commune. Sa marraine est la gouverneure de la région de Dioula, Koulibaly Mariam Koulibaly. Il convient à ce que les femmes puissent se réunir, faire en sorte qu'elles soient un tout, c'est-à-dire de vivre ensemble, faire en sorte qu'elles mènent des activités ensemble dans la paix et la cohésion. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là et nous avons passé le message au nom de Madame le gouverneur de la région de Dioula, empêché. Les femmes de Fana ont observé une minute de silence en la mémoire des victimes civiles et militaires tombées pour la nation. En 5e région, l'Association malienne pour la solidarité et le développement, AMSOD, en partenariat avec ses partenaires, donc procède à l'élaboration des plans de contingence de communes de Mopti. Objectif, apporter une réponse rapide et adéquate au cas de choc multirisque dans une synergie d'action entre les différents intervenants dans les communes de Mopti, nous dit Aminata Touré.
Cet atelier d'élaboration et d'actualisation des plans de contingence des communes de Mopti, financé par l'Union européenne, est une initiative de l'Association malienne pour la solidarité et le développement AMSOD. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet intitulé « Renforcement du système d'alerte précoce et de la résilience des populations affectées par les chocs multirisques ». Ces crises, qu'elles soient climatiques, hydrologiques, alimentaires ou sécuritaires, s'ajoutent à un contexte déjà fragile. Afin de renforcer la résilience des institutions locales et des communautés exposées, il est impératif d'anticiper, de se préparer et d'agir de manière rapide et coordonnée face aux différents aléas. Au regard de l'absence de plans de contingence au niveau des 7 communes d'intervention du projet, à savoir Mopti, Sio, Sokura, Konna, Djene, Pondori et Ouro Ali, des plans de contingence seront élaborés et contribueront à alimenter les plans de contingence régionaux. On a pris des résolutions pour l'utilisation contre les inondations. On a même doublé les services de garde. L'action du projet, dirigée par l'ONG Solidarité Internationale en consortium avec WHH et AMSOD, prévoit que les collectivités les plus exposées aux chocs multirisques bénéficient d'une sensibilisation accrue aux risques multiformes et élaborent leurs plans de préparation et de réponse. Une occasion pour les participants d'échanger, de partager des expériences pour une meilleure compréhension des risques potentiels de catastrophes au niveau de chacune des communes d'intervention. À Ségou, lancement à Barabli du projet de renforcement de la couverture vaccinale et de la demande communautaire. Ce projet d'urgence de 12 mois cible les enfants de 0 à 23 mois laissés pour compte dans le processus de vaccination. Le point avec Kandesila et Chak Tangara. Atteindre au moins 90% du taux de couverture vaccinale chez les enfants 0 dose sous-vaccinés et laissés pour compte dans le cercle de Baroueli, c'est l'objectif essentiel du projet de renforcement de la couverture vaccinale et de la demande communautaire. Ce projet d'urgence d'une durée de 12 mois est une initiative conjointe de l'ONG Aman Gourmand et de son partenaire financier Gavi. Ce projet, c'est un projet qui vient en complément déjà de l'effort immense que Gavi est en train de faire au Mali dans le cadre vraiment de la vaccination. Donc l'objectif de ce projet, c'est un peu d'engager la société civile dans la vaccination. Le projet, dont la stratégie de mise en œuvre a été largement expliquée aux autorités locales, les responsables des structures sanitaires et les bénéficiaires directs tourne autour des axes majeurs. La mobilisation communautaire à travers des sensibilisations au niveau des radios communautaires, et aussi il y aura des dialogues communautaires que nous allons organiser afin qu'il y ait plus d'adhésion de nos communautés, et il y aura aussi des équipes de stratégie avancée que nous allons mettre sur place afin d'atteindre les enfants où qu'ils soient pour pouvoir les vacciner. Pour l'atteinte des résultats escomptés, l'implication de chaque partie prenante s'avère nécessaire dans la mise en œuvre. Cela passera par des campagnes d'information et de sensibilisation adaptées à nos réalités culturelles. L'implication des leaders communautaires et religieux dont le rôle est essentiel pour la levée des réticences et encourager les adhésions. Et la mise en place de mécanismes de suivi pour s'assurer que tous les enfants sans exception sont vaccinés. On note que ce projet de renforcement de la couverture vaccinale et de la demande communautaire a un coût estimé à 62 millions de francs CFA. Les modifications de la loi du 12 juillet 2010 déterminant les principes de gestion des ressources du domaine national forestier et de la loi du 24 mai 2021 relative aux pollutions et aux nuisances portées à la connaissance de la population de la région de Bougouni. C'est à l'occasion d'une campagne de sensibilisation autour de 2 ordonnances menées par le directeur général des eaux et forêts dans la région. Les précisions avec Abdul Karim Konaté et Djibril Bagayogo. L'orpaillage par dragage, la coupe abusive des bois, la destruction de la faune et la flore. Voilà autant de facteurs qui détruisent notre environnement. Des actions multiples et variées s'imposent alors pour sauver ces milieux naturels. C'est pourquoi le gouvernement a adopté récemment en Conseil des ministres 2 ordonnances. La première est relative à la modification de la loi du 12 juillet 2010 déterminant les principes de gestion des ressources du domaine national forestier.
La seconde ordonnance porte modification de la loi du 24 mai 2021 relative aux pollutions et aux nuisances. Le département avait entrepris des missions de supervision pour faire le point de l'atteinte à l'environnement au niveau surtout des régions minières du Mali, dont Bougouni, Koulikoro et Kaï. Et face à l'ampleur des dégâts, personne ne pouvait rester indifférent. Cette rencontre a pour objectif d'informer, de sensibiliser et de partager les contenus de ces deux ordonnances. Les effets cumulés de la démographie galopante et la pauvreté des populations ont contribué à amplifier ces problèmes de dégradation. On constate actuellement une forte pression exercée par l'homme et le bétail sur les reliques de forêt pour la satisfaction des besoins. Auparavant, le directeur général des eaux et forêts avait eu un cadre d'échange avec le personnel de la direction régionale des eaux et forêts de Bougouni et celui de la direction régionale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et nuisances sur l'application stricte des deux ordonnances. En troisième région, la culture, facteur d'unité et de développement, c'est sous ce thème que l'Association pour le développement du village de Fenkolo magnifie la culture Sunefo dans toutes ses dimensions. C'est là à travers son festival culturel annuel, l'espace de brassage et d'intégration de communautés qui à sa 4e édition est rythmé par plusieurs activités dont des prestations folkloriques, des sketchs et des démonstrations d'arts martiaux. Compte rendu, Moussokoro Sélémé et Taïro Konati. Célébrer la culture, valoriser le patrimoine et promouvoir le vivre ensemble. C'est le pari que s'est lancé le village de Fenkolo, localité située à plus de 150 km du cercle de Sikassou, à travers la célébration de cette 4e édition du Festival culturel de Fenkolo. Et pour ce rendez-vous 2025, les initiateurs veulent miser sur la diversité des expressions artistiques ancestrales pour rassembler et susciter chez la jeune génération en perte de repères une prise de conscience pour un retour à la source. Ce festival n'est pas seulement un événement festif. Il permet de briser les ponts qui existaient entre les générations, entre les cultures, entre les peuples. Il nous rappelle que la culture, dans toutes ses formes, est le reflet de notre identité et le ciment de notre cohésion sociale. Le thème retenu pour cette édition est « La culture, facteur d'unité et de développement ». Quand on parle d'unité, l'unité ne peut pas se faire sans certaines de nos valeurs. Il s'agit là de la cohésion, de la solidarité, de l'entraide, du partage et du vivre ensemble. Nous sommes là dans ce cadre vraiment pour magnifier les événements et pour vraiment, une fois de plus, montrer vraiment l'engagement des plus hautes autorités dans ce genre d'événements. L'ouverture des activités du Festival culturel de Fenkolo est rythmée par le défilé des troupes folkloriques du terroir, des démonstrations d'arts martiaux, un sketch sur la vie harmonieuse des autochtones et d'autres nationalités sur les sites d'orpaillage et des remises d'attestations de reconnaissance. Page noire de ce journal, l'imam de la grande mosquée des Askia n'est plus. Il est décédé des suites de maladies dimanche dernier à Gao. L'homme qui a disparu dirigeait les prières au tombeau des Askia depuis 1903 jusqu'à sa mort. Une grande perte pour Gao et toute la Oumma islamique. Il a été accompagné à sa dernière demeure par une foule nombreuse. C'était en présence du gouverneur de la région de Gao, le général de division Moussa Traoré. Allô, Autorités régionales, leaders religieux et communautaires, représentants de la société civile, parents, amis et connaissances, tous étaient là pour rendre un dernier hommage à Moussa Aliou Haïdara, imam de la mosquée des Askia. Il est décédé le 18 mai dernier à Gao des suites de maladies. C'est lui qui nous a éduqués, il n'a pas de problème. Il est attaché à sa religion. Il nous demande toujours, chaque fois qu'il y a un petit problème, n'oubliez pas que vous appartenez à Dieu et que vous retournerez un jour à lui. Que personne n'offense une autre personne. Aujourd'hui, Gao perd un de ses fils, un de ses plus grands imams de la grande mosquée, le tombeau des Askia de Gao. Une perte douloureuse. Que nous soyons vraiment en mesure de supporter. Moussa Aliou Haïdara a dirigé les prières au tombeau des Askia
pendant 32 ans. Sa disparition est une grande perte pour la région de Gao et la communauté musulmane. La mosquée des Askia, c'est l'une des toutes premières mosquées de la ville de Gao. Donc la perte de son imam est une peine pour l'ensemble de la population de Gao. Un des enfants dignes de la région de Gao, qui était facteur de stabilité, facteur de cohésion sociale et surtout facteur de résolution des conflits. Donc c'est à ce titre qu'au nom des plusieurs autorités de notre pays que nous venons pour présenter nos condoléances et surtout marquer notre solidarité avec la famille du défunt, la famille de notre chef Armand, le chef de la communauté Armand. Âgé de 84 ans, l'imam Moussa Aliou Haïdara repose désormais au cimetière Al-Walidio de Gao-Kouira, situé à quelques mètres du tombeau des Askia. Qu'Allah l'accueille dans son paradis. Ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été de notre passé d'excellents moments de télévision en compagnie de programmes de ORTM 1.